D'un côté, une incroyable diversité et de l'autre, un malaise évident sur fond de repli communautaire et de rivalité régionaliste. Voilà comment se présente le Cameroun d'aujourd'hui. Un Cameroun où on trouve les Kamto, où on trouve les Fouba, où on trouve les Atangana, où on trouve également les Yaya. Ce soir, nous allons essayer d'analyser ce phénomène par le biais de la dernière élection présidentielle, celle du 7 octobre 2018. Qu'est-ce qui peut justifier de tels ajustements par le biais des réseaux sociaux? Pourquoi cette montée en puissance de la haine, de la xénophobie, voire même du tribalisme qui va au-delà de l'imaginable? Ce soir, comme entendu, nous allons avec deux acteurs de la société civile, comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui ne marche pas et quelles sont les leçons qu'on doit tirer de ce phénomène. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Comprendre. Ernesto Yene, c'est le tout premier à arriver, il est avec nous, il est analyste politique. Il se présente lui-même comme acteur socio-culturel et consultant. Ernesto, bonsoir et bienvenue sur Seven News. Bonsoir de me faire l'amitié de m'inviter, de me convier à ce plateau de comprendre. C'est un plaisir d'être là. On espère qu'avec vous, on va essayer de comprendre ce problème de repli identitaire, de tribalité, de clanisme qui a installé son nid au Cameroun et qui de plus en plus semble refaire surface au point où aujourd'hui on a peur de dire je suis Bamileke, je suis Ewondo pour ne pas être taxé d'un camp ou dans un autre. Serge Bikoy, bonsoir, vous êtes sociologue, vous êtes également journaliste à la radio Tchemini Santo, mais plus ce soir, on veut avoir le regard du sociologue que vous êtes. Bienvenue sur Seven News et à l'émission Comprendre. Merci bien, salut Thierry. Alors, Serge Bikoy, on va peut-être commencer par vous en tant que sociologue. De plus en plus au Cameroun, c'est difficile même d'écouter une musique. On va dire quoi, originaire de l'Ouest, originaire du Centre, si on ne vous taxe pas soit d'être du régime, soit d'être de l'opposition, soit d'être de la coalition. Vous qui êtes sociologue, est-ce que le Cameroun, est-ce que la société camerounaise, dans son essence, depuis les indépendances, n'a-t-elle pas construit dans ses gemmes des fragments de tribalité qui menaceraient ce semblant de vivre ensemble qu'on peut observer fragile aujourd'hui? Bien, c'est vrai qu'à ce niveau, on peut distinguer la tribalité du tribalisme. Ouais. Parce qu'en réalité, la tribalité n'a pas d'effet néfaste, n'a pas de conséquences négatives. Chacun peut exprimer sa tribalité en fonction de l'appartenance à une communauté culturelle déterminée. Les Bassa, les Etoum, les Bamileke, les Mbouda, les Foufoudé, entre autres. Et nous sommes là dans l'expression de ce qui nous est cher, en référence à des déterminants culturels que nous avons vécus durant le processus de socialisation. Vous savez, nous sommes nés dans un giron social où nous sommes appelés à parler en langue locale. C'est ce que les colons ont appelé la langue vernaculaire, mais nous appelons ça les langues nationales. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez constater que même dans les lycées et collèges, il y a les cours qui sont dispensés en langue nationale. Ça peut être en Iwodo, c'est en Bassa, c'est en Foufoudé, entre autres. Et nous sommes là dans l'expression de la tribalité. Ouais. Ce qui est davantage contraire au tribalisme, parce que le tribalisme, c'est le sentiment de repli sur l'appartenance ethnique. C'est le fait de désinstrumentaliser la fibre ethnique à des fins plurielles. Ça peut être à des fins politiques, ça peut être à des fins culturelles, ça peut être à des fins sociales. Mais là, on relève davantage que le fait d'être tribaliste a une connotation négative, parce qu'en réalité, on est là dans le repli identitaire qui vise davantage à stigmatiser négativement telle autre communauté ou bien telle autre. Alors qu'en réalité, nous vivons dans une société où il y a davantage le sentiment d'appartenance à la même communauté. Et alors là, aujourd'hui, moi, ça ne me pose pas un problème d'écouter des sonorités musicales venant de plusieurs girons culturels. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte marqué sur la mondialisation où véritablement chacun ne peut pas davantage rester, ne peut pas vivre en autarcie, mais vivre davantage en fonction des dynamiques d'ouverture du dedans et du dehors, vous permettant davantage de voir dans quelle mesure vous pouvez partager un ensemble de richesses culturelles venant de l'Ouest, du Sud, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, de l'Est, entre autres, bref, des 10 régions camerounaises
Et c'est ça qui constitue le ferment ou bien le ciment de la diversité culturelle ou bien de l'hétérogénéité culturelle. Et en ce sens, moi je pense que nous sommes là dans la découverte non seulement de ce qui existe ici et ailleurs, parce que j'aimerais également découvrir quelles sont les bonnes sonorités musicales dans l'Ouest Cameroun, le Mangabeu, le Bensikin, dans le centre, le Bikutsi, entre autres, dans le Bikutsi, le Makossa, entre autres. Donc, vous voyez, si aujourd'hui l'on focalise l'attention sur la représentation négative ou bien péjorative de ces éléments culturels, véritablement, on ne va pas avancer parce que les autres vont évoluer et nous allons régresser. On va régresser. Ernesto, on a l'impression que de plus en plus au Cameroun, on redresse parce qu'on nous brandit le vivre ensemble, il y a une déferlance autour du vivre ensemble, mais un vivre ensemble qui semble très vite glisser autour du tribalisme parce que chacun veut automatiquement se faire reconnaître et s'affilier à une certaine partie du Cameroun, nonobstant c'est un nombre de rémunération ou alors de connotation politique. Oui, ce qu'il faut dire d'emblée ici, c'est que le tribalisme, c'est, dans la version développée par Serge Biko, c'est une construction. C'est un moule dans lequel généralement des politiques ou des leaders d'opinion s'engouffrent pour tirer des dividendes. La manifestation mettant de ce tribalisme-là n'est que le résultat de cette construction-là, qui voudrait qu'il y ait quelqu'un qui tire les prébendes en agitant la fibre tribale, ou alors en se servant de la tribalité pour avoir des strapontins ou des dividendes. Et généralement, vous allez l'observer au Cameroun, c'est l'année préélectorale ou alors la période électorale où il y a comme une espèce de résurgence de ce tribalisme-là. Mais en dehors de cette année-là, lorsqu'on est au stade, on ne veut pas savoir de quel village vient chacun des indomptables. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir celui qui a marqué le but, il vient d'où. Mais généralement, on agite ça à la période préélectorale. Et parfois aussi lorsqu'il y a un vent qui souffle sur les nominations des postes ministériels et autres, où on a pour habitude de voir des élites descendre dans les villages et voilà et agiter ce spectre-là. Et je dis c'est une construction intelligente. C'est une forme, c'est un dévoiement intellectualisé. Parce que lorsqu'on dit que c'est... Pensez par qui, implémenté par qui. Pensez par des élites qui les utilisent justement pour tirer des prébendes derrière ce Vous avez parlé de la période de nomination. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement en place, ou alors l'État, lui-même a en son sein forgé les gemmes qui peuvent plus tard donner naissance au tribalisme? Parler de nomination. Après que Serge Biko, c'est tout le monde que je lui souhaite, qu'il soit nommé peut-être ministre, etc. Les gens de son village, soit ils font des motions de soutien, soit ils font un meeting à l'endroit du chef de l'État. Que diront ceux de sa région? Que diront les gens avec qui? Ça, c'est une forme de tribalisme voilé. Voilà, là justement, tu décris ce que j'appelle un construit. Dans ce construit-là, tu me donnes les éléments de cette construction tribale-là. Qu'est-ce qui a fait croire, ou alors laissé faire croire Camerounais que lorsqu'un DG, par exemple, qui gère l'eau, lorsqu'il décède, on doit automatiquement prendre un fils de la zone là pour le remplacer à ce poste-là? Qu'est-ce qui a laissé croire qu'il y a un poste ministériel pour les gens du MBAM, le ministère des Domaines? Qu'est-ce qui a laissé croire cette idée-là? C'est parce que c'est construit comme ça par le politique qui se sert de ça pour mobiliser les masses, pour mobiliser le bétail électoral. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque le ministre va au village et dit aux populations, si vous ne votez pas 100%, je ne serai plus ministre. Et les petits larbins et les petits parasites qu'il a fabriqués entre-temps, je suis gentil, les gens à qui on est habitué à avoir 10 000, les cérémonies pleines de savons, de beaux contus vont cesser. Les gens se disent, si vous ne votez pas 100%, et que le village d'à côté, qui sont votent 100%, alors on n'aura plus rien. Je ne serai plus rien sans vous. Voilà le type de discours qui passe encore en 2018, mon cher Thierry. Et malheureusement, on n'a rien fait pour que ce ne soit pas le cas. On n'a pas appris aux Camerounais à vivre ensemble. On n'a pas appris aux Camerounais à monter. On va revenir sur vivre ensemble. Ça, j'aimais Bikoy. Vous avez commis 2 tribunes, 2 chroniques qui sont restées très célèbres sur les réseaux sociaux. L'une d'ailleurs hier sur on va dire quoi, la défaite du RDPC dans le littoral. Et l'autre, je crois que François Soning était encore en vie. Il y a l'autre, je crois, lundi ou dimanche dernier, qui portait sur une forme de la démocratie camerounaise sur le prisme de l'élection tribale. À l'intérieur, vous donnez un ensemble d'éléments qui amènent les uns les autres
à comprendre comment on a fait pour se retrouver avec tel nombre de votes pour tel candidat originaire de cette région. Est-ce que là, on n'est pas toujours replié sur soi-même en refusant de s'ouvrir à l'ailleurs parce qu'on a peur de l'inconnu? Forcément, vous savez, nous sommes là dans la théâtralisation d'un ensemble de construits qui existent dans chaque communauté culturelle. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de véhiculer ce type de déterminant de façon manifeste. Parce qu'on a l'impression que non, c'est déjà naturel, ça relève de quelque chose qui est naturel. Mais en réalité, lorsque vous faites la comparaison entre les différents scrutins présidentiels qui se sont déroulés, que ce soit en 92, que ce soit en 97, en 2004, en 2011 ou en 2018, vous constaterez qu'il y a la permanence du vote identitaire, ou encore du vote communautaire, ou même encore du vote tribal. Parce que nous sommes là, vous savez, il y a la typologie du vote, il y a le vote rationnel qui obéit davantage à des déterminants essentiellement objectifs. On vote rationnellement pour tel candidat ou bien pour tel autre, parce que j'ai aimé le projet de société de Cabral Libye, de Joshua aussi, ou bien de Paul Biya. On vote maintenant de façon affective, il y a également le vote affectif. Vous savez, aujourd'hui, il y a des catégories sociales qui votent parce que tel candidat est beau, parce qu'il est séducteur, parce qu'il est éloquent. On est là dans la dimension éminemment affective, parce que les affects ici sont des constructions ou bien des représentations sociales qui obéissent à ce que l'idéologie ou bien la psyché a pensé. Et c'est pour cela qu'on a dit que oui, je vote pour Cabral parce qu'il est éloquent, parce qu'il est beau, parce qu'il séduit davantage à travers la dimension expressive ou bien communicative. Vous avez également le vote identitaire. Aujourd'hui, on ne vote pas davantage pour tel ou tel en fonction du programme de société. Non, on vote pour tel. C'est pour cela que vous avez constaté qu'on va voter pour tel. Parce qu'en réalité, non, c'est davantage qu'il y a davantage la construction des fiefs électoraux qui sont dits traditionnellement naturels. Vous allez constater que depuis 92, les fiefs du SDF, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Les meilleurs scores que Joshua aussi a obtenus à l'issue de la publication des résultats, c'est davantage dans le sud-ouest et le nord-ouest. Si vous avez jeté un coup d'œil sur les statistiques dans les 10 régions, Joshua aussi a eu les meilleurs scores dans le nord et le sud-ouest. 12% dans le sud-ouest et 10% dans le nord-ouest. Et là, vous vous rendez compte que malgré la crise sociopolitique qui règne à l'heure actuelle, l'on se rend davantage compte que Joshua a eu les meilleurs scores, même si ces pourcentages sont défavorables. Ils sont défavorables parce qu'en réalité, ça n'impacte pas positivement sur le pourcentage global. Et là, on se rend davantage compte que quelle que soit la crise sociopolitique qui règne, Joshua a toujours les meilleurs scores. Si vous jetez maintenant un coup d'œil sur Cabral Libye, et moi j'ai observé les différentes élections que ce soit dans l'Union équipe de la Sénégal Maritime, vous allez constater que Cabral a gagné à plat de couture les barons du RDPC dans l'Union Ekele. Cabral Libye a eu de 61%. Quels que soient les millions, quels que soient les ingrédients, les t-shirts, les porte-clés ou bien les casquettes qui ont été offerts aux différents militants et sympathisants, vous constatez que les populations locales, les frères, les cousins, les sœurs, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, qui constituent le statut de l'entourage immédiat de Cabral, ont voté pour ceux qu'ils ont appelés Manbay. Manbay veut dire l'enfant du village. On ne vote pas pour Cabral à cause de son projet de société ou bien parce que son projet de société est séducteur. Mais on vote pour Cabral parce qu'en réalité, on en a marre du président qui est là. On préfère davantage l'enfant du village. L'enfant du village, vous savez, dans le village, l'enfant du village, c'est l'enfant de la communauté. Les frères, les soeurs, les cousins, les neveux, les nièces, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents votent pour l'enfant du village parce qu'en réalité, c'est cet enfant du village pour qui ou bien en qui on a espoir et qui pourra nous représenter plus tard à travers un changement systématique des conditions de vie de la population en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes de logement, en termes d'infrastructures éducatives, bref, en termes de bien-être. Par conséquent, il y a eu un vote sanction dont ont été victimes Pierre Nyodok, Lugina Ida, Etienne Gérard Kakak, Robert Papo Lepote, entre autres. Parce qu'en réalité, c'est l'enfant du village, Cabral qui est l'enfant du Union Ekele, pour qui on a voté, puisque c'est l'enfant d'Otélé, il faut le dire ainsi. On est là dans la région du centre. Et en ce sens, il faut justement privilégier ce dernier. Vous avez également le MRC. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si le SDF a perdu davantage de sa superbe dans l'ensemble des régions, c'est parce que le SDF a perdu l'électorat de l'Ouest
qui s'est rallié directement au MRC de manière à pouvoir plébisciter et Maurice Kamto. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez constater que le SDF perd justement son statut éminent qui lui a été dévolu depuis les scrutins antérieurs pour aujourd'hui laisser la place au MRC qui est en pole position. La preuve en est que c'est lors des législatives et des municipales que nous saurons véritablement qui est le leader de l'opposition. En tout cas, merci Serge Mébicor. Mesdames et messieurs, on va marquer le tout premier arrêt de cette émission avec ce reportage de Thierry Eba qui plantait déjà le décor de ce repli identitaire qui semblait être un gros challenge auquel les 9 candidats devaient faire face avant l'élection du 7 octobre dernier. On regarde. À l'approche de l'élection présidentielle, les 9 candidats retenus multiplient leur apparition sur les antennes et plateaux de télévision. Mais il est un autre espace de campagne qui joue un rôle de captage et portage d'une masse critique de citoyens. C'est bien les réseaux sociaux. De ce côté, personne n'est en reste dans la quête du maximum d'internautes, synonyme de potentiels électeurs. Notre patrie, comme il y a 70 ans, a ardemment besoin de ses filles et fils intelligents et courageux. Tenez quelques références historiques. Osende Afana, assassiné à 36 ans, s'est engagé à 20 ans seulement. Ernest Wandier, assassiné à 47 ans, s'engage à 20 ans lui aussi. Félix Roland Moumier, assassiné à 35 ans, répond à l'appel du pays dès 22 ans. Ruben Oumniobe, assassiné à 45 ans, se fait remarquer dès 33 ans. S'imposer sur la toile est l'obsession des différents états-majors des 9 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Le challenge étant de draguer un électorat jeune qui constitue par essence la masse critique susceptible de faire basculer le résultat. Ce changement parce que la jeunesse camerounaise souffre et il est temps de mettre fin à cela. Ce changement parce qu'il n'est pas normal d'un jeune de Mbouda qui va faire son champ en Goya par exemple, doit pousser la moto quand il pleut pour revenir ici. Entre affiches de campagne, annonces, interviews et autres discours, chacun donne du sien pour être présent sur les réseaux sociaux. Bien que cela ne soit pas sans conséquences, puisque naissent très vite des batailles entre partisans et défenseurs de tel ou tel autre candidat. Des dirigeants irresponsables se moquent de votre intelligence avec des jouets ordinateurs qui coûtent une fortune aux finances publiques et compromettent votre avenir par l'aggravation de l'endettement de l'État que vous serez obligé de rembourser demain. Si la campagne va bon train dans le réel, dans les meetings et autres regroupements, sur la toile le ton est souvent un peu dur, des positions très tranchées dans des duels de corps à corps, souvent en un point fini car très peu ont connaissance des limites à ne pas franchir. Ernesto, Oui. Thierry Eba conclut son reportage en disant sur la toile, le ton est un peu dur. Est-ce qu'on vit depuis un moment au Cameroun en ce qui concerne ce repli identitaire? Il y a des expressions qui ne sont pas propres à dire à l'antenne. Alors, quel est le discours qu'on doit tenir pour essayer, je ne veux pas dire de calmer, entre guillemets, ces chiens enragés qui semblent être là, vous l'avez dit tantôt, pour les prébendes des camps qui ne mesurent pas l'ampleur de ce phénomène. Je vais peut-être vous décevoir. Hein. Ce qui est vrai, ce qui doit être compris et connu, c'est que là, nous sommes en train de parler en fait des conséquences, mon cher Thierry. Tout ce que nous avons là, c'est les conséquences. Si nous essayons de nous arrêter sur les manifestations d'une maladie, on évitera d'aller sur les causes de la maladie. Allons-y sur les causes. Alors. Donc, les causes de ce que nous avons en ce moment-là, c'est l'acculturation des masses que nous vivons. C'est la culture de la politique sans programme. C'est la culture de la politique de l'homme providentiel, du messie, du frère du village, du manbaï, comme Serge Mébicor l'a dit. C'est la culture du village, c'est la culture de la région, de la régionalisation. On a par un d'équilibre régional. Voilà un construit pour moi qui pour moi a été dangereux pour le Cameroun. On a refusé à un moment donné de mettre en avant les valeurs, de mettre en avant les compétences, de mettre en avant le mérite pour mettre en avant les sensibilités tribales. Et vous êtes étonné qu'aux élections, que ce soit cela qu'on agite, la politique et la religion sont deux phénomènes
totalement clivant, qui divise les gens, les familles même. Et lorsqu'on est divisé, on cherche, on se donne des coups en dessous de la ceinture. Et le coup qu'on donne le plus violemment, on évoque la tribu. Parce qu'on a passé le temps à faire croire aux Camerounais qu'il fallait forcément que ce soit le frère du village qui soit là. Parce qu'on a vendu aux Camerounais des clichés sur certaines tribus qu'on en est là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un travail fastidieux, mon cher Thierry. C'est un travail énorme qui attend le Cameroun. Si on ne veut pas être à la porte, je veux dire, d'une horreur, parce que ça commence toujours par le langage, que le Rwandais et le nazisme nous inspirent. Ça commence toujours par le langage, ce type de dérive-là, et ça n'arrive à des actions concrètes. Et le temps est véritablement dur dans les réseaux sociaux, véritablement compliqué dans les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas pour Kamto, alors vous êtes pour Biaké Betty. Si vous n'êtes pas pour Biaké Betty, alors vous êtes un Bamileke. Vous pouvez être pour Kamto qui est Bamileke. Moi qui suis les deux, parce que de papa de Yaoundé et de maman de l'Ouest, je savais dans quelle catégorie. Pire encore, on estime que s'opposer signifie dire qu'on n'est pas de la tribu du centre. Voilà des concepts qu'on a réussi à mettre dans l'esprit des gens. On ne valorise pas les compétences et les capacités des gens, mais on met en avant. Et pire encore, c'est parfois des personnes, je dis intellectuelles. Je dis c'est un phénomène qui a été intellectualisé. Et savamment pensé. Et savamment conduit aujourd'hui au point où nous sommes en train là de commenter juste sur les conséquences de ce problème-là. Parce que les causes, il va certainement falloir que le législateur réfléchisse là-dessus. Il y a des actions qui peuvent être prises. Pourquoi ailleurs on condamne l'homophobie et on ne condamne pas le tribalisme ici? Moi, je serais pour, lorsque vous insultez quelqu'un pour sa tribu, lorsque vous le dénigrez pour sa tribu, vous savez condamner. On va arriver au niveau des propositions tout à l'heure, Ernesto. Serge Bikoy, moi j'aime qu'on revienne à l'histoire. Vous êtes sociologue, vous savez que les sociologues, c'est plus de l'archéologie. Quand on regarde un peu les deux présidents que le Cameroun a connus depuis les indépendances, les deux présidents successifs du Cameroun ont joué avec les identités pour consolider le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une autre représentation de cela que Ernesto est en train de parler? Si c'est le cas, comment faire pour éduquer ces masses politiques de la base vers le sommet politique pour essayer minimalement d'inverser la tendance? En fait, nous sommes dans la dynamique de reproduction des faits politiques qui ont existé avant. Parce que, vous savez, les faits ne naissent pas ex nihilo. Ouais. L'ancien président de la République, Amadou Ahidjo, a construit le point de départ d'un fait politique que Paul Biya, en 1982, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, reproduit systématiquement. Donc on est là dans la théorie de la reproduction des faits antérieurs. Parce qu'en réalité, on ne sort pas des sentiers battus qui ont été davantage implémentés par le premier chef d'État du Cameroun. Vous savez, lorsque nous vivons sur l'ère monopartiste, il y avait davantage un construit majeur qui avait été implémenté. C'est l'UC, l'Union camerounaise, devenue l'UNC, l'Union nationale camerounaise, avec en toile de fond ces barons du Grand Nord qui ont plébiscité justement, ou bien qui ont élevé Amadou Ahidjo. On a donc constaté qu'il y a eu ces différents barons qui se sont davantage rangés vers derrière, parce que chacun vient là avec un ensemble d'élites bureaucratiques qui visent davantage à le cibler et à le plébisciter. C'est pour ça que vous verrez davantage que Amadou Ahidjo, qui a travaillé avec Pélo Bouba, Dakole Daïsala, entre autres, a justement créé un ensemble de passerelles qui se sont davantage reconstruites dès le départ à travers les germes qui sont nés. Vous allez constater que à la période précoloniale, pré-indépendante, indépendante et post-indépendance, le fief de la contestation était beaucoup plus situé dans les pôles culturels de l'Ouest et du centre littoral, les passages de l'Ouest, les passages du centre et du littoral. C'est pour ça que vous allez constater qu'aujourd'hui, cette élite contestataire n'est pas davantage située dans le pôle septentrional. Regardez aujourd'hui les partis qui sont alliés au FDPC. Vous n'allez jamais voir les contestataires chez Bello Bouba, chez Amadou Moustapha, chez Issa Tiro Mabakari, chez Dakole Daïsala. Il y a donc là quelque chose qui vise davantage à faire germer ou bien à reproduire le système politique ambiant. Parce qu'en réalité, on vise davantage à escompter des prébendes ou bien des dividendes du système. Ça pourrait vous constaterez que l'élite contestataire est beaucoup plus rangée vers la polarité de l'Ouest Cameroun ou bien chez les bassins du centre et du littoral. Parce qu'en réalité, regardez, qui étaient les
les figures emblématiques de la contestation. C'est Oumnobé qui est Bassa, c'est Philippe Roland Momies, Ernest Ouandier, qui sont justement qui appartiennent à certaines communautés culturelles, qui nous permettent davantage aujourd'hui de constater que, en réalité, dès le départ, il y a justement cette question qui avait été davantage structurée. Parce qu'en réalité, le vote tribal ne naît pas aujourd'hui, mais il naît depuis des décennies. Et c'est ça qui a davantage contribué à ce que l'on peut davantage constater qu'en réalité, ici, on est davantage quelqu'un de la région parce qu'on sait les intérêts de tel baron ou bien de telle élite qui est là. Et c'est ça qui a été reproduit. Même, vous savez, le meilleur score que Paul Biya a obtenu, c'est dans le sud. 92,91%. Comparativement aux autres scores qu'il a obtenu, 80, 70 ailleurs. Mais le meilleur score que Paul Biya a obtenu, c'est dans son giron natal. On est là dans le pire organisateur dont parlait le Richard Akiba Aidé. Vous constatez donc que quelle que soit la population ambiante... Et pendant qu'il gagnait, pendant les 3 jours où on lisait, où il y avait les sessions à la constitutionnelle, il n'y avait pas d'électricité à évoluer. Voilà, tu vois. En passant. Donc, quel que soit le degré de misérabilisme ambiant, quel que soit le degré de population chancelante dont sont victimes les populations locales du Sud, on va tout faire pour reconstruire ou bien relire le fils, l'enfant, le père, le cousin du village. Et ce cousin-là, c'est qui? C'est Paul Biya. C'est pour cela qu'il a été reconduit. Vous voyez? Donc, on est là toujours dans la reproduction des permanences qui sont en décalage avec les ruptures auxquelles on veut avoir besoin, auxquelles on veut avoir accès, allais-je dire. Donc, en réalité, vous savez, le vote communautaire, le vote identité sont des éléments qui sont davantage ancrés dans la conscience collective. Au point aujourd'hui, c'est difficile de s'en départir. Difficile de s'en départir. Est-ce que le problème, puisqu'on est là également en train de parler des causes, ne viendrait pas d'une classe politique spontanée? C'est-à-dire que la plupart n'ont pas de culture politique à proprement parler. Certains ont reçu des ambitions, j'ai envie de dire, comme des révélations, pour rester dans le cas des chrétiens, des révélations de Dieu à 4 h du matin. D'autres, c'est important les sacs de tel. Et peut-être le tel est parti bien, il est peut-être déjà âgé. On estime que le moment est venu, mais il n'y a pas eu tout un bagage, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de profil de la part de ceux qui font office de figures politiques, quels que soient les camps, soit du pouvoir, soit de l'opposition, ou encore même de vous autres qu'on présente comme la société civile. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que tout ce qui est isme, tribalisme, nazisme, vient généralement se coucher dans un lit où il n'y a pas d'éducation. Donc c'est parce qu'à la base, on n'a pas appris aux Camerounais qu'ils sont un. Quand on dit que les Camerounais sont un, c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Quand on vous dit que les Bafia de Ngouifé ont leurs frères du côté de Makari, qui est dans l'extrême nord, qui sont aussi Ngouifé. Quand on va vous dire que le Pongo de Djibombari a ses frères Fong dans le sud, parce qu'ils ont le même ancêtre, Pongo Zongo. Allez demander à tous les professeurs à Bounaki, on n'a pas appris ça aux gens. Si on avait appris ça aux gens dès la maternelle. Diogat Sananga qui a leur frère du côté de l'esclave. Au lieu d'apprendre d'abord aux gens les figures historiques comme Gutenberg et autres, c'est tel qui sont des réalités exogènes. Si on avait appris ça aux enfants dès la maternelle, que toi de Djibombari, tu as ton frère qui est du côté de l'extrême nord, tu ne vas plus l'appeler Wadjo. Toi, tu vas pas appeler le gars qui vient du sud de Gadamayo, justement parce que Gadamayo dit celui qui a traversé le Mayo. Et vous l'avez traversé ensemble. Sauf que lui, il est rentré. On n'a pas appris ça aux gens. On n'a pas dit aux gens pourquoi il y a les Obama au Kenya et les Obama ici. On n'a pas dit aux gens que c'est lors de la déportation des Nanga en Namibie qu'il y a eu cela. On ne leur a pas appris ça. On a appris aux gens à se détester. La preuve, qu'est-ce que les politiciens font? C'est diviser pour... Mais et voilà ce qui a été conçu depuis l'époque coloniale. Souvenez-vous. La guerre qu'on crée entre André Marie Mbida et Aïdjo. Comment on crée le bloc nord avec la puissance colonisatrice. Ceux qui sont venus aux affaires, la jeune élite n'a pas été, je veux dire, suffisamment marxisante. Comme ce qu'on a dans d'autres pays. Mobutu a fait la zahélisation. On doit dire merci à Mobutu parce qu'on parle au lingala, qui n'est pas la seule langue au RDC, mais qui aujourd'hui a réussi à briser tous ces clivages-là. On a du mal à se regrouper en tant que frères de tel, frères de tel. Ils ont du mal aujourd'hui parce qu'on a essayé de donner... Il y a eu une espèce de lingalisation du pays. Ce qui a fait que ça tue un peu
les velléités de division profonde. Au Cameroun, c'est plus profond. C'est encore plus prisé parce que on a même pensé à un moment donné que les portefeuilles, comme je l'ai dit en introduction ici, étaient taillés pour satisfaire ce qu'on appelle l'équilibre régional. Pourquoi, mon cher Thierry? Parce qu'on n'a pas mis en avant la réussite. Moi, je vous assure que si on a un gouvernement de Bamoun et qu'on a l'eau à Yaoundé dans un mois, vous allez vous demander qui vous a mis l'eau à ce moment-là. Vous allez vous sursauter, vous demander s'ils sont Bamoun ou pas. Non. Le politique est venu se coucher dans un lit où les populations avaient besoin d'un élément pour les faire agir. Pour faire lever quelqu'un de la maison, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a ton frère là-bas qui veut te voir. Même à vous. Si on vous dit ton frère est dehors, ton frère pleure, tu vas sortir. Même si ce n'est pas ton frère, même père, même mère. On va essayer d'agiter ça et non de présenter aux gens des choses, je veux dire, plus intelligentes. Donc, voilà ma foi, c'est sur cela. Aujourd'hui, Serge Biko a évoqué l'apprentissage des langues dans les établissements aujourd'hui. Mais Serge Biko, ça a une faible échelle. C'est une échelle tellement résiduelle. Cela est vrai. Regardez la kyrielle des établissements d'enseignement secondaire, qui est le gros, qui porte le plus d'élèves et d'étudiants au Cameroun. Ils n'ont pas d'enseignants de langue nationale. Regardez même notre constitution. Pourquoi ailleurs il y a une langue officielle et il y a des langues nationales depuis? Parce qu'on ne l'a pas pensé dans la barre, on ne l'a pas voulu ainsi. Parce qu'on a une génération, j'appelle ça des 50 à 2018, qui a voulu régner sur le divisé pour mieux régner. C'est à eux que ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, ce qu'on reçoit en face, c'est en fait le crachat qu'on a balancé en l'air, Thierry. C'est le crachat qu'on a balancé en l'air. On a eu l'impression que ça allait servir un camp, mais on n'a jamais pensé que ça allait nous desservir. Ceux qui ont profité de ce système-là sont déçus aujourd'hui que ce soit cela qu'on agite contre eux aujourd'hui. Et je crois que la cure que cela va nécessiter, il faut qu'on se le dise, Thierry, ça sera très long. Et ça risque d'être douloureux. Très douloureux. Douloureux également comme les populations, comme le sont les populations camerounaises aujourd'hui depuis l'élection présidentielle. Il ne faut pas se déplacer au Cameroun si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, parce que la ville de Yaoundé, les villes camerounaises sont militarisées au moindre sursaut. Vous êtes embarqué, questionné pendant un certain nombre de temps pour être sûr que vous n'êtes pas un ennemi de la République. Christian Ebba s'est penché sur cette question en parlant de grandes frayeurs qui semblent inquiéter plus d'une personne. L'inquiétude avait atteint son paroxysme ces derniers jours au Cameroun après l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Au sein de l'opinion publique et des gouvernants, le pire était craint de tous, tellement l'incertitude sur l'avenir du pays grandissait à mesure que le temps passait jour après jour. Suffisamment assez donc pour distiller de la peur. Peur d'entendre le crépitement des armes en pleine capitale, peur de voir le chaos se généraliser, peur de perdre sa vie. Beaucoup avaient en effet, en prévision de cette éventuelle séquence de turbulences, commencé à faire des provisions, tellement aucune forme d'assurance ne leur était mise à disposition par ceux-là même qui dirigent autour des rumeurs qui circulaient. Même les gens de l'extérieur ont voulu faire ça, ça n'a pas marché. Et les Camerounais ne sont pas dupes, ce sont à ceux-là de rester tranquilles. On continue notre destin. On a commencé avec celui-ci, on avait commencé avec Aïdjo, on va avec Paul Biya. Et Paul Biya, je crois qu'il va gérer l'affaire là et va surprendre les gens. Même quand il y aura changement, je crois que cet homme le fera dans la paix. En cette matinée du 22 octobre 2018, jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, aucune de ces rumeurs ne prendra la forme du réel. Mais dans la cité capitale Yaoundé, le réveil a été timide. Les embouteillages observés quotidiennement dans les rues de la ville chaque matin des jours ouvrables ont disparu. Boutiques, étalages et autres comptoirs ont ouvert à peine. Le service public était presque au ralenti. Les établissements scolaires ont enregistré plusieurs absences. Les rues n'ont pas connu leur ambiance habituelle. Personne n'était sûr de rien du tout. Ainsi, préparer une marche d'insurrection, se révolter, je ne pense pas que ce soit la solution. La solution pour moi, c'est d'aller dans la même lancée de toutes les façons. Depuis le début jusqu'à la fin de la proclamation de ces résultats, aucun incident n'a été relevé de façon officielle. Mais les Camerounais pour autant ont besoin d'être rassurés sur la quiétude des jours à venir. Serge Bikoy, vous avez écouté avec beaucoup d'attention le papier de Christian Essimi. Un commentaire? Oui, un commentaire. Vous savez, aujourd'hui, il faut davantage faire attention à l'espace public qui est aujourd'hui
englué dans un ensemble de manifestations post-électorales marquées du saut de la contestation. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Douala samedi dernier, le 27 octobre, lorsque Michel Ndoki a intégré une cinquantaine de militants et sympathisants de formations politiques de l'opposition se sont décidés à décider ou bien à résister au hold-up électoral dimanche dernier en Costé à Yaoundé. Vous savez, et là on a constaté que quel que soit le degré de répression qui va régner, notamment dans l'ensemble des métropoles politiques et économiques, il y a cette dynamique du bas peuple qui veut véritablement exprimer ce qu'il a de plus profond dans sa bile, de manière à constater que oui, il faut davantage dénoncer ce qui se passe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour scénariser la déstabilisation telle que les autorités officielles veulent justement le penser, mais c'est une forme de contestation pour montrer que quelque chose s'est mal passé et il ne faut pas qu'on continue davantage à entretenir de façon permanente ce type de déconvenus ou bien de dysfonctionnement du processus électoral. Et là, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi les différents militants et sympathisants du MFC sont sur le pavé, quelle que soit cette répression-là qui règne à travers la militarisation des rues. Vous savez, si le peuple se décide à basculer corps et âme dans ce scénario-là, même si les forces de l'ordre sont multipliées, à quel rythme-là le changement pourra se passer. Il faut d'abord que le peuple réussisse à faire face au défi du tribalisme qui le menace de jour en jour. Alors, ça, j'aimais bien quoi. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, on est en train de tirer les leçons de ce qui se passe? Quand je préparais cette émission, à la rédaction où nous étions tout à l'heure, un collègue a voulu balancer une des musiques de Tchanapié dans un forum WhatsApp. Je lui ai dit attention, tu vas te faire laminer. Parce que dans ce forum-là, ça ne donne pas l'honneur pour parler comme au quartier. Ça va dans tous les sens. À peine vous avez balancé une chanson, c'est pas trop moi, de Tchanapié, etc. On vous identifie. On oublie, comme le disait tantôt Ernesto, que tous, on appartient à un même pays, une même patrie, qui heureusement a dans sa devise la paix, le travail et surtout la patrie. En fait, on n'a pas l'impression que certaines catégories sociales ont perçu les conséquences ou bien les incidences négatives de la haine tribale ou bien du basculement dans la dérive tribale. Parce que finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les jours s'écoulent, malgré les signaux précurseurs ou bien annonciateurs d'un ensemble de tribunes permettant davantage de créer cette pédagogie de la masse sociale, on se rend compte qu'il y a des individus qui continuent justement d'entretenir ce levier de la haine tribale. Or, en réalité, c'est un problème de forme. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est encore au niveau de l'étape embryonnaire, où ça se situe seulement au niveau de la labellisation de tel ou de tel qui s'identifie à telle communauté culturelle ou bien à telle autre. Mais lorsque le problème sera davantage généralisé dans l'ensemble des communautés, vous verrez véritablement que ça pourra créer cette déflagration sociale, cette explosion sociale, au point où ça risque justement de créer cette fragmentation des tribus. Regardez ce qui s'est passé à la radio Mille Collines il y a plusieurs années. Parce que les individus ne semblent pas tirer les leçons du passé, de ce qui s'est déroulé notamment dans d'autres pays étrangers. On a l'impression que, oui, ça se passe, mais c'est naturel, mais en réalité, lorsque ça va arriver au niveau des signes de ceux qui pourraient davantage créer un basculement social, je pense que c'est là où peut-être les individus vont s'agir. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. Ernesto, quel est le discours qu'il faut tenir en ce moment, si jamais discours il y a, pour essayer de calmer les ardeurs tribalistes, pour essayer de calmer les frustrations, pour essayer de calmer la xénophobie. Moi, j'ai vu des posts, on allait jusqu'à dire, si les Bamis ne prennent pas les armes, après on dit, si les bêtis ne font pas ceci, si les anglophones, qu'est-ce que nous autres on fait? Nous autres, heureusement, qui peut-être appartenons au Grand Cameroun et qui avons des femmes qui semblent être anglophones et les enfants à qui nous donnons naissance parlent à la fois anglais et français et ont des tontons bamileke, des tatas qui sont bassa. Ce qu'il faut faire déjà, c'est commencer par appeler à celui qui à chaque fois va agiter la fibre tribale que c'est le prétexte des faibles.
C'est généralement quand quelqu'un est en position de faiblesse ou quand quelqu'un est en position de perdre qu'il évoque la fibre tribale. Il faut déjà le dire qu'au Cameroun, nous n'avons que 2 tribus. 2. Il y a ceux qui bouffent, qui profitent du système, du régime, et il y a ceux qui pleurent. Il n'y a que ces 2 tribus au Cameroun. C'est cela qu'il faudra dire aux gens. Et à chaque fois que quelqu'un va essayer de ressortir l'argument ou l'élément tribal comme axe d'analyse, il faudra simplement l'évacuer. Ça va être lassant, ça va être fatigant, mais c'est déjà les premières phases du discours qu'il faut aborder. Moi, j'évite même déjà de faire, je ne veux pas des tribunes comme ça de Bikoy, j'évite même déjà de débattre de la question du tribalisme parce que pour moi, ça n'a pas raison d'exister. Lorsque nous sommes sur un débat, il faut amener les gens sur le fond et non pas s'arrêter sur la forme. Les intellectuels du parti dominant nous ont plus habitués à nous arrêter sur la forme. Regardez un peu le jeu qu'il y a eu dans certains villages pendant ces élections-ci où il y avait parfois un chef et un fils qui ne s'entendaient pas. Et on a oublié très vite que la politique, c'est très clivant. C'est très, très clivant. C'est plus clivant même que la religion. Donc le discours qu'on doit donner aux gens maintenant, c'est sur les compétences, c'est sur les programmes, c'est sur les idées. Quelqu'un avait dit que les grands hommes débattent des idées. Je ne sais plus de qui il s'agit. Ça veut dire Franklin Roosevelt. Les grands hommes débattent des idées. Il faut rappeler ça au Cameroun à chaque fois dans les forats et dans les discussions. Que lorsqu'il n'y a pas une idée, le débat ne tient pas. Si on vous dit X ou Y, les noms, j'aime pas beaucoup, quand le débat vient aux personnes, posez sur la table ce qu'ils disent, ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent, chacun. C'est entendu. Ça, j'aimais bien. Le Cameroun étant présenté au jeu comme une cocotte minute sous pression, quelle partition devraient jouer les médias qui malheureusement amplifient cette guéguerre tribale? On arrive à des situations où il y en a qui, j'ai envie de dire, sont exclus de certains plateaux, de certains médias. Il ne va jamais passer ici. Il y a des médias qui ont pris des axes. Là-bas, c'est pas trop moi, c'est Tantampion. Ici, c'est l'autre. Vous qui êtes sociologue, vous qui avez fait de la sociologie des médias, vous qui êtes également un homme des médias, quel est le langage, quelle est la bonne écriture qui doit être la nôtre? Oui, et à ce niveau, moi, je vais faire un clin d'œil à un aîné, Xavier Messier, pour ne pas le nommer, qui est aujourd'hui promoteur de chaîne de télévision HTV, Humanitarian TV, qui avait, il y a 1 ou 2 mois, attiré l'attention des uns et des autres avant l'élection présidentielle que, telle que la dérive tribale a droit de citer dans certains médias, on risque de vivre le scénario de la région Milcoline au Rwanda. Et il savait carrément raison parce qu'il avait présenté l'expérience que lui là, 35 ans après avoir été formé journaliste, il a présenté ce qui s'est passé dans d'autres pays étrangers et qui risquerait davantage de se répercuter au Cameroun pour montrer les signes avant-coureurs de quelque chose qui peut davantage entraîner cette déflagration sociale-là. Et moi, je pense que les hommes du média ont un langage de franchise en termes d'éducation, en termes de socialisation des masses sociales, pour ne pas véhiculer ce type de langage. Lorsque moi je vois aujourd'hui certains médias véhiculer la haine tribale en estimant que non, tel ne doit pas être invité à telle émission parce qu'il appartient à tel parti politique, ou bien tel ne doit pas être invité à telle émission parce qu'il appartient à telle corporation politique, ça me laisse interrogateur quand je sais que parmi ces différents acteurs, il y a des promoteurs, il y a des gestionnaires des 10 médias. Donc on a l'impression aujourd'hui que soit vous êtes instrumentalisé par votre promoteur qui vous enlise dans le processus de labellisation, mais de stigmatisation de tel acteur ou bien de tel autre, soit alors vous-même, vous n'arrivez pas à prendre conscience des méfaits de cette haine tribale. Donc il y a ce procédé. Il ne faut pas que les hommes de médias se laissent instrumentaliser ou bien manipuler par des promoteurs qui basculent dans des jeux d'intérêt divers, parfois même officiels ou bien officieux. Parce qu'en réalité, quand je vois comment c'était se comporte dans le champ médiatique, il y a des individus qui ne sont plus aujourd'hui auteurs ou bien responsables de leur propre acte, parce qu'ils te font savoir que si je le fais, c'est parce que le patron m'a demandé finalement, on n'est pas responsable de ce que l'on émet comme propos, bien comme discours, parce qu'en réalité, on est caporalisé par tel promoteur qui va justement te faire endosser
la responsabilité d'un ensemble de tâches sociales qui, en réalité, ne devrait pas être imputable parce qu'en réalité, c'est celui qui te manipule qui est à l'origine de cela. Le Cameroun est un pays un. Les Camerounais sont fiers d'être ensemble, fiers de manger le héros qui vient des zones dites anglophones du Cameroun, le coq chez les Bétis ou encore le Pem Sansel, le Mbongo Chobi du côté du littoral chez les Bassa, le Mbol, on va dire dans une autre région du centre. Le Cameroun est riche en termes de diversité alimentaire, en termes de diversité culturelle, mais cette richesse sera menacée si ces replis identitaires ne sont pas résolus le plus vite possible. C'est un peu l'interrogation à laquelle nous amène 40 pas dans cet élément. Déjà plus de 2 ans que ça dure. 2 ans que la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest continue à faire des ravages, à tuer de pauvres innocents, comme tout récemment à Bamenda. Si le gouvernement semble laxiste à trouver une solution sur le plan sécuritaire, par contre, dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un cadre harmonisé d'identification des zones à risque, les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'ouest, a été élaboré en vue de mieux imprégner les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Cameroun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, a présidé une réunion afin qu'il réponde au plan d'urgence humanitaire lancé par l'État. On a parlé avec tous les collaborateurs, tous les partenaires sur les questions de la nutrition, de l'alimentation ici au Cameroun, surtout dans le contexte de la crise anglophone. Alors on a discuté la situation dans l'Ouest, dans la région du Sud-Ouest et dans le Nord-Ouest, et je suis vraiment heureux qu'on peut travailler ensemble pour gérer ces problèmes. Et en ce qui nous concerne particulièrement, nous sommes en train de déployer un programme de coopération technique qu'on appelle TCP Urgence sur les aspects de l'appui à la production à cycle court pour les déplacés internes en milieu urbain. Sans l'apport de ces organisations internationales, les diplomates qui exercent dans le pays de Paul Biya, la situation alimentaire et nutritionnelle pourrait se dégrader dans ces 3 régions si rien n'est fait. En ce qui concerne les recommandations de l'analyse de la sécurité alimentaire qui a eu lieu dans le nord-ouest, le sud-ouest et la région de l'ouest. En effet, il s'agit de donner une réponse commune qui soit une réponse qui soit le fruit d'une concertation et qui ait de la synergie dans l'action. Les populations en phase de crise, près de 500 000 environ, concentrées principalement dans la région du nord-ouest, avec 56% des populations en crise. Les 2 autres régions ont 40% dans le sud-ouest et 4% à l'ouest. Pour l'heure, aucune situation de famine enregistrée au Cameroun. Ernesto, nous sommes à la veille de la dernière session parlementaire de l'année 2018, à la veille également de la prestation de serment de l'ancien nouveau président élu de la République du Cameroun. Quels doivent être les axes de gouvernance futurs autour du vivre ensemble? Les axes de gouvernance autour du vivre ensemble doivent fuir des slogans. Lorsqu'on dit qu'on vit ensemble, on doit le démontrer. On ne doit pas dire qu'on vit ensemble pendant qu'un même gamin de la 3e fait une enquête et se rend compte qu'il y a un seul groupe qui dirige. On doit nous épargner ça. Lorsqu'on dit qu'on vit ensemble, on doit ressentir ça dans l'éducation. Où on dit aux Camerounais qu'ils sont frères. On doit le dire, le démontrer. Et il y a les démonstrations dessus. Je vous ai dit pourquoi tel Dibomba ne doit pas détester le fond du sud. Je vous ai dit pourquoi le Guifé de Bafia ne doit pas détester le Wadjo de Makari qui est son frère. Donc il faut qu'on explique aux Camerounais, qu'on démontre aux Camerounais qu'ils sont des frères. Ça, c'est un échec patent à mettre sur le couvert de notre système éducatif aujourd'hui, qui est encore vide, qui peut faire d'abord nous vendre les balades de l'extérieur. Donc voilà les leviers sur lesquels il faudra véritablement raisonner pour que le vivre ensemble soit effectif. On doit ressentir la méritocratie
dans les choix qui vont être faits autour des hommes qui doivent administrer. On doit voir des sanctions. Elles doivent être positives et à la fois négatives. On n'a pas besoin d'avoir un directeur de l'eau qui gère mal pendant 5 ans, qui devient ministre, qui régère encore mal pendant 5 ans, pour nous donner l'impression à tout un pays de plus de 200 ethnies qu'il n'y a qu'une seule ethnie qui peut gérer la question de l'eau pour le reste des Camerounais. On ne doit pas susciter les questions sur les origines tribales des uns des autres en mettant sur place un mode de gouvernance qui promeut la méritocratie, qui promeut les résultats. On doit pouvoir dire aux Camerounais, voilà, tel a été nommé pour faire X choses, voilà les résultats qu'il a obtenus. C'est vers cela qu'on doit tendre pour que les Camerounais se sentent un. On ne peut pas être un pendant que vous donnez l'impression aux Camerounais que vous entretenez une élite de profiteurs, une élite de prébandiers, et les autres doivent être spectateurs. C'est pas possible. Vous êtes plutôt en train d'alimenter le brasier de la haine, du déchirement. Parce que la seule chose qui va nous diviser, ça, c'est notre bien-être, mon cher Thierry. Si les Camerounais ne se sentent pas mal, alors ils vont commencer à questionner la tribu, ils vont commencer à questionner, je sais pas, la langue, ils vont commencer à questionner d'autres choses parce qu'ils se sentiront mal. T'as entendu. Serge Mebikoy, est-ce que le vivre ensemble futur va-t-il résister à la forte montée en puissance de l'espace de liberté qui est, ma foi, semble être occupé par la haine, l'aigreur, la xénophobie, le clanisme et même le tribalisme? C'est difficile, puisque vous avez relevé là au moins 5 déterminants qui peuvent participer à obérer ou bien à entraver la dynamique du vivre ensemble qui est aimé et préféré par plus d'un. Vous savez, aujourd'hui, ce que vous avez relevé là participe des pesanteurs au vivre ensemble, mais je pense que comme le vivre ensemble est un construit permanent, il est question pour les individus de voir dans quelle mesure on peut transcender un ensemble de dérapage ou bien un ensemble de pesanteurs. Le clanisme, l'ethnocentrisme, la fibre tribale, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, si l'on n'arrive pas davantage à éradiquer ces éléments, il faut au moins les réduire à une proportion qui serait davantage considérable, à tel enseigne que l'on puisse voir comment on peut construire de façon progressive cette logique de vivre ensemble. Vous savez, aujourd'hui, ce qui nous est cher, lorsque je vois par exemple comment nos grands-parents vivaient, le sentiment d'appartenance à la même communauté, ceux qui appartenaient à la communauté appartenaient à tout ce qui vivait dans l'environnement immédiat. Lorsqu'on disait que l'enfant du village, l'enfant de la communauté, c'est l'enfant du village, ça montrait là, il y avait l'interconnaissance, cette solidarité, ce partage, cette solidarité, cette affectivité, mais ces valeurs qui ont régenté les communautés culturelles antérieures, aujourd'hui, se sont affaissés, se sont étripés, se sont estompés à cause d'un ensemble de facteurs liés à l'individualisme, à l'égocentrisme ou encore à l'ethnocentrisme. Parce qu'on est là en train de vivre dans des sociétés urbaines où les individus n'ont pas la vocation de vivre ensemble, ce qui avait prévalu dans les années antérieures. Parce que nous sommes partis des sociétés communautaires à des entités sociétaires. Parce que la communauté a cette situation particulière qu'elle est restreinte où l'on pouvait davantage contrôler systématiquement les allées et les venues, bien les déviances ou les dérapages des uns et des autres. Mais dans la société qui a une configuration éminemment vaste et incommensurable, il est difficile de contrôler les élans des uns et des autres qui peuvent davantage basculer dans un ensemble de dérives. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faudrait une responsabilité de soi et d'autrui. La responsabilité de soi devrait davantage interpeller quiconque, à savoir que les propos, les discours ou bien les comportements que je véhicule au quotidien, est-ce que ces éléments-là sont responsables de manière que l'on puisse davantage être des modèles de référence ou bien des vitrines dans la société? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous tenons comme discours permet davantage que l'on puisse davantage se responsabiliser à tel enseigne que l'on ne puisse pas blesser ou bien offusquer quiconque qui pourrait davantage être frustré et ça pourrait davantage être régénéré dans d'autres entités. De toute façon, et la responsabilité collective renvoie ici à des familles, à des écoles, à des universités, à des ONG, à l'État. Bref, on a une corporation ou bien un conglomérat de microcosmes sociaux et du macrocosme social qui devrait, dans une dynamique synergique et collective, pouvoir créer un ensemble de mécanismes d'action pour justement faire taire ces différents élans individuels ou bien individualistes
qui obère la dynamique du vivre ensemble au Cameroun. C'est tout notre souhait dans les 7 prochaines années à venir. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cette question liée au repli identitaire qui a prêté le flanc tribal pendant les dernières élections présidentielles qui se sont déroulées dans notre pays, le Cameroun. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être restés à notre compagnie jusqu'à cette heure. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cet échange que nous avons pu avoir. Ne zappez surtout pas, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur 7 News. Quant à moi, je vous reviens très bientôt sur 7 News avec ce même programme, Comprendre.